Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. Vous connaissez la recette déjà de Tech Café, c'est deux Guillaume qui parlent de tech. Dans l'épisode hebdomadaire qui sort le mardi, on vous parle de l'actu chaude de la tech. Et puis dans l'épisode qui sort en fin de semaine, vous avez les news qui sont peut-être un peu moins contournables, mais qui méritent quand même d'être discutées et d'être reliées à un podcast. C'est un petit bonus hebdomadaire. On enregistre cet épisode le 7 novembre 2023. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, une fois de plus, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Je t'entendais tousser là. Très bien. Non, ça, oui, ça va. Je tousse pas encore trop, ça va aller. De toute façon, t'inquiète pas, je préserve l'essentiel. Je suis toujours malade entre les podcasts. Oui, c'est vrai, tu fais ça bien, bravo, félicitations. On en profite pour remercier Christophe Cano, Mami Naël, Sébastien T et Pereira qui ont accepté de nous soutenir sur Patreon, patreon.com/techcafé. Ils se sont inscrits et ont choisi de nous soutenir financièrement avec quelques euros par mois. Ils peuvent suspendre à tout moment leur participation, et toute participation, même durant un laps de temps limité, est évidemment la bienvenue pour nous accompagner dans la production des épisodes de Tech Café. Et puis en échange, ils profitent d'un flux du podcast privé pour écouter les épisodes sans publicité. N'hésitez pas à faire comme eux, patreon.com/techcafé. On compte aussi sur vous pour nous laisser des avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict, des étoiles sur Spotify. Allez jeter un coup d'œil sur techcafé.fr pour voir les liens qui accompagnent la parution des épisodes et discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord. Le lien, il y a une petite redirection super facile, techcafé.fr/Discord. On attend votre inscription et on attend évidemment vos messages. Guillaume, sans autre forme de procès, on a donc toutes les petites news que tu as collectées qui ont... ils auraient presque mérité de ne pas être traités parce qu'ils sont pas dans l'hebdomadaire, mais ils ont quand même été rattrapés et ils survivent à l'ActuTech de cette semaine parce qu'ils sont dans ce supplément, à commencer par le déploiement de Copilot de Microsoft. Alors pas le Copilot qu'on avait l'habitude de présenter pour le développement de code, mais accessible à plus de monde maintenant. Guillaume. Tout à fait, écoute, oui, ça fait partie des news qu'on aurait pu traiter finalement, puisque voilà, ça parle du Copilot de Microsoft. Après les autres news, c'est parce que moi je trouve ça intéressant aussi, c'est vrai que ça aussi l'occasion d'approfondir des trucs, et bon, des fois c'est un peu plus technique aussi, enfin voilà, vous connaissez l'histoire. Mais bon, en ce qui concerne les news des copilotes, c'est vrai que le copilote de Microsoft sur Office 365 donc commence à se déployer pour de vrai. Toutes les fonctions IA formidables et magiques sont disponibles pour vous si vous êtes une entreprise, que vous vous inscrivez sur la liste d'attente, que vous avez au moins 300 employés et que vous êtes prêt à payer $30 par mois pour chacun. Donc c'est quand même $9 000 par mois minimum pour avoir le droit à un copilote. Ouais. Ce qui est pas si peu cher finalement. Alors je suis sûr qu'il y a des grosses entreprises qui verront pas ça passer, mais pour une PME, je pense que c'est quand même pas rien. Bon, même comme ça, faudra voir à pas exagérer. Microsoft se réserve le droit de limiter le nombre de requêtes à ses IA en cas d'usage inconsidéré. On avait déjà évoqué que les utilisateurs les plus assidus du copilote de GitHub coûtaient plus d'argent à Microsoft qu'il ne leur rapportait avec l'abonnement. Donc, même à $30 par mois, Microsoft doit éviter ça. Alors, $30 par employé, c'est le même prix que Duet, tout simplement, de Google. Microsoft s'aligne sur son concurrent, c'est assez logique. Alors, est-ce que ça va prendre? Forrester Research pense que oui. Il prévoit qu'en 2024, presque 7 millions de travailleurs pourraient utiliser le copilote de Office. Bon, pour résumer, Copilot est en préco. Est-ce qu'on achète? Non, on peut pas acheter, évidemment, on est beaucoup trop petits. Nous, on n'a pas 300 employés. Donc, il nous reste Duet de Google. Alors, je sais pas s'il y a un nombre minimum de licences pour Google. Je pense pas. Faudrait peut-être tester ça. C'est 30 balles. Voyons voir. Moi, il y a un chiffre que j'ai fait, alors peut-être que mon calcul est un peu hâtif et n'hésite pas à me dire si je suis dans le faux, mais je me suis dit finalement, ça permet de mesurer un petit peu combien d'employés tu penses pouvoir économiser entre guillemets, surtout prenez bien les guillemets dans ma phrase, en payant ce montant-là. Je me dis, si tu as 300 employés, potentiellement, 9 000 euros par mois, ça fait quoi? Ça fait 2 employés quand tu comptes leur salaire, leur charge, ce que ça coûte à l'entreprise, grosso modo. En gros, c'est 2 personnes, c'est ça, à temps plein, que Microsoft pense indirectement quantifier la valeur apportée par Copilot. C'est intéressant de voir ça. Peut-être mon calcul est un peu hâtif, mais bon. Ouais, ils disent toujours que c'est c'est pour accroître la productivité, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, pas tort. C'est une autre façon de le voir. On parle de compression, Guillaume, des modèles de langage. Avec QMOE, c'est pas un truc aucun, même s'il y a Q et MOE dedans.
Bon, Moe, c'est vrai que c'est pas très très connu. Alors pour ceux qui ont la chance de pas savoir, c'est l'affection suscitée par des personnages de manga, en gros, hein, souvent féminins d'ailleurs, et souvent mignons, sexy quand même. Voilà, Moe, c'est assez du... beaucoup cherché la référence dans les notes de l'épisode, je l'avais pas trouvé. Merci d'éclairer ma Le connaissance. Moe, c'est du vocabulaire d'otaku, hein, tout simplement, mais bon, c'est bon, Kumoe. Ok. Non, Kumoe, ça veut rien dire, évidemment, ça n'a rien à voir avec ça, c'est Kumoe, c'est Quantized Mixture of Experts. Donc c'est tout un programme. Hein. Alors Quantized, on a déjà vu plein de fois, hein, c'est une manière de compresser les modèles de deep learning en utilisant des précisions numériques très faibles, comme des nombres sur 8, 4, 3, voire 2 bits. Et Mixture of Experts, donc mélange expert, c'est une méthode pour avoir des modèles de langage, par exemple, hein, qui soient plus puissants, mais qui ne nécessitent pas plus de puissance de calcul. En tout cas, pas une puissance de calcul monstrueuse. Alors, le principe, c'est qu'un modèle de langage est subdivisé en plusieurs sous-modèles, experts en un truc particulier. Quand on lui pose une question, il va activer seulement l'expert qui est le mieux placé pour répondre. Et donc, il va laisser dormir les autres. Donc, on doit faire les calculs que pour un seul expert et pas pour la totalité du modèle. Donc, c'est une économie de temps de calcul. Par contre, on doit avoir tous les experts en mémoire quand même, parce qu'on doit pouvoir les réveiller si besoin. Donc, c'est pas une économie de mémoire. C'est même très coûteux en mémoire d'avoir plein d'experts. D'où la motivation de compresser tout ça et le plus fort possible, évidemment. Donc, le truc, c'est que tout ça, c'est pas du tout du pinaillage théorique. Hein. J'ai bien conscience que dit comme ça a l'air oulala, qu'est-ce qui... D'un coup, il est parti. Mais en fait... Non, je vais partir très loin, mais à plus tard. Donc, tout ça, c'est pas du pinaillage théorique du tout, parce que GPT-4, c'est un mélange expert, par exemple. Donc, OpenAI utiliserait très volontiers la technique, qui consisterait à avoir un modèle de mélange d'experts super puissant, qui soit pas astronomiquement cher à faire tourner, qui consomme pas énormément de mémoire et énormément de calcul, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment un enjeu de pognon, en fait. C'est-à-dire que vraiment... compresser les mélanges d'experts, ça peut rapporter du pognon directement au OpenAI. D'ailleurs, peut-être qu'ils utilisent un truc comme ça, parce que vu qu'ils ont baissé leur prix, ils ont probablement aussi baissé beaucoup leur coût d'exploitation. Mais bon, effectivement, le truc, c'est que, voilà, si tu dis du jour au lendemain que tu peux diviser par 10, par exemple, le nombre de puces que tu peux utiliser, voilà, tout le monde va le faire, donc c'est vraiment des millions de dollars, ça représente des millions de dollars d'économie. Moins de mémoire, c'est d'ailleurs aussi moins d'énergie. Parce qu'il faut faire des transferts mémoire. Quand il y a quand des trucs qui sont très gros en mémoire, il faut transférer les données entre la puce de calcul et la mémoire. Et ça consomme beaucoup d'énergie. Donc OpenAI utilise des centaines de mégawattheures par jour pour ces modèles. Donc réduire l'espace mémoire et le calcul, c'est aussi économiser des mégawatts. Donc en matière de compression, les auteurs de Kumoe font quand même très fort, puisqu'ils compressent leur mélange d'experts à eux, donc ceux qu'ils ont torturés eux-mêmes, à moins de 1 bit par poids, en moyenne. Donc, comment est-ce que c'est seulement possible ? Bon, c'est pas facile, hein. Je vous rassure, c'est pas facile du tout, mais ils ont une approche qui est assez originale, puisqu'en fait, ils commencent par faire une quantification standard, mais en ternaire. Donc, c'est une quantification, c'est-à-dire qu'effectivement, ils passent d'une précision, par exemple, en 16 bits, en flottant en 16 bits, mais ils passent sur juste 3 valeurs. Donc c'est du ternaire, c'est pas du binaire. C'est ça qui est assez original, c'est-à-dire qu'en fait, ils codent les poids sur 3 valeurs. Donc il y a une valeur max, une valeur min et 0. Donc chaque poids est dans une ligne de matrice, parce que voilà, tu prends l'une de ces 3 valeurs. Max, min, c'est des métadonnées. Donc en fait, c'est des données qu'on stocke par ailleurs, hein, mais dans les matrices, il y a que en fait 3 valeurs possibles. Et ça change d'une ligne à l'autre, d'ailleurs, les métadonnées. Bon. Pourquoi ces Autrichiens font ça ? Pourquoi ? Pourquoi diable ces Autrichiens font-ils ça ? Ils font pas comme tout le monde, parce qu'ils se sont rendus compte d'un truc, c'est qu'en faisant comme ça, les modèles devenaient très creux. C'est-à-dire qu'il y a énormément de zéros dedans. Et beaucoup plus qu'en binaire, en réalité. Donc ils observent qu'il y a près de 90% de zéros quand tu fais cette phase de compression avec juste 3 valeurs, min, max et 0. Donc concrètement, quand tu regardes les matrices, tu as des lignes avec beaucoup de zéros et des moins 1 plus 1, sporadiquement, en gros. Et du coup... qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez un fichier comme ça, avec plein de zéros et des 1 par-ci par-là ? Vous feriez un bon zip, voilà, vous feriez 7zip, ou voilà, Windows zip, vous compresseriez tout ça, et votre fichier, avec une méthode classique, comme l'MPLZIF, ou Huffman, et une combinaison des deux, et voilà, vous auriez un fichier beaucoup plus petit. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont compressé leur modèle en zip, et ils ont écrit des programmes GPU qui font la décompression et le calcul matriciel à la volée. Bon, je dis en zip parce que c'est un truc qui ressemble beaucoup, c'est une compression à dictionnaire, ça ressemble beaucoup à du LMPLZIF, mais bon, voilà, c'est l'idée, quoi, en fait. Ils compressent quasiment en zip, en fait, en mémoire leur truc. Donc, non, ils font une première phase où vraiment ils baissent énormément la précision, et après ils font une compression, un peu comme une compression zip. Et ils font après l'intégrale, ils font la totale sur GPU, ils font la totale de décompression, calcul matriciel, décomputérisation, tout ça, à la volée.
comme c'est en mémoire, ce qui est en mémoire, c'est une version compressée, c'est le zip, donc effectivement, c'est tout petit. Et donc, il y a un tout petit nombre de bits qui représentent tous les poids. C'est pour ça qu'on peut avoir en moyenne moins d'un bit par poids. Parce que quand tout est compressé comme ça, si tu fais la moyenne, ça fait moins de bits. Et c'est pas de la compression de fillette, il y a des modèles, donc ils ont un modèle qui fait 3 téraoctets en précision 16 bits, qui passe à 158 gigaoctets en compressé ternaire. C'est quand même 20 fois moins, c'est pas rien. Donc un modèle de deep learning qui est 20 fois moins gros, tout en restant utilisable, c'est de l'or en barre. C'est ce qui explique la multiplication des recherches dans ce sens, et le fait que j'en parle aussi assez souvent. Une manière, Guillaume, de plus d'analyser le fonctionnement intrinsèque des large language models. On a déjà abordé ce sujet qui ressemble un petit peu pour moi à une forme d'exploration de nouvel univers qui a été lui-même créé par l'homme et par la technologie, ce qui rend le truc un peu magique. Ça me rappelle des discussions fondamentales, c'est est-ce que les maths ont été inventées pour lire le monde ou est-ce que l'homme découvre les maths qui existent déjà dans le monde? Bref, des questions presque philosophique, mais là, j'ai l'impression qu'on se rapproche un petit peu de ce sujet. C'est toujours passionnant, Guillaume. Oui. C'est là que je vais vraiment partir en live. Non. Ah, j'adore. J'attendais ça avec impatience. C'est vrai que c'est super intéressant. On en avait déjà parlé, tu as raison, parce que chez OpenAI, ils avaient déjà effectivement fait des recherches sur des petits modèles pour voir un petit peu comment ils marchaient, pour voir s'ils arrivaient à comprendre un petit peu mieux les structures qu'il y avait dedans. Et bon, nous, désormais, c'est vrai qu'on manipule tous les jours un petit peu des modèles qui sont extrêmement complexes et dont on ne se rend pas compte à quel point ils sont complexes. Mais ils sont tellement complexes qu'on ne sait pas en détail comment ils marchent. Alors attention, quand je dis qu'on ne sait pas en détail comment ils marchent, on sait très bien comment ils fonctionnent à la base, bien entendu, on les a conçus. Donc on connaît parfaitement leur structure, on sait comment ils fonctionnent sur le fonctionnement de bas niveau, en quelque sorte. On sait très bien comment marche un neurone, une couche de neurones, les têtes d'attention, évidemment qu'on connaît parfaitement tout ça. Par contre, pour les fonctions de haut niveau, c'est pas forcément clair. Par exemple, quelle zone ou structure s'active quand le modèle parle français ou arabe? Quand il fait des maths ou une recette de cuisine? Ça, on ne sait pas. Et la relation entre le haut niveau et le bas niveau, elle n'est pas évidente du tout. Par exemple, à quoi sert tel neurone? Aucune idée, franchement. Et en pratique, c'est pas forcément un problème. En pratique, on s'en fout en fait. Parce que voilà, il y a 100 milliards de composants. Bon, on sait pas trop à quoi sert chacun en particulier, mais bon, ça marche. Et on sait quand même plein de trucs sur le système, on sait le faire tourner, bon voilà, donc ça marche. Mais si on veut en savoir un petit peu plus, c'est tout un domaine de recherche qui s'ouvre, un domaine de recherche à part entière. On avait évoqué effectivement la dissection des modèles petite taille chez OpenAI. Ici, c'est plus une auscultation, quelque part. Donc des examens qu'on ferait passer à un autre petit modèle de langage, qui a été lui aussi élevé avec amour pour l'occasion, mais chez Anthropic cette fois, donc une boîte concurrente, celle qui fait Claude. Donc concrètement, on prend un petit transformer, un tout petit transformer tout mignon, avec une seule couche, avec ses têtes d'attention, sa petite couche complètement connectée derrière, et sur cet organe-là, c'est-à-dire sur la couche complètement connectée qui est derrière les têtes d'attention, on va s'attarder sur cette couche-là, en fait, sur cet organe. La couche, elle compte 512 neurones. 512 neurones, c'est vraiment pas énorme, et si on veut, quand on produit du texte, on peut surveiller chacun d'eux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup finalement. Donc, premier truc qui est clair, c'est que les neurones n'expliquent strictement rien. C'est-à-dire, chacun d'eux est activé dans une multitude de contextes, et il est impossible d'associer un neurone à une fonction en particulier. Ça, c'est clair. Donc, le but, ça va être de trouver des superpositions de neurones qui, eux, sont interprétables. C'est-à-dire des groupes de neurones qui vont s'allumer, plus ou moins chacun selon des motifs fixes, et qui sont liés à une fonction ou un contexte qu'on peut déterminer. Par exemple, écrire en arabe, ou écrire en base-64. Donc ces groupes de neurones, ils vont les appeler des features. Donc des features, ils disent dans l'article, donc des caractéristiques, on pourrait les appeler des composantes si on veut, vu comment ils s'y prennent. Alors l'idée, c'est que la sortie du réseau, c'est une suite du coup de 512 nombres. 512 sorties et 512 neurones. Bon, cette sortie doit pouvoir être écrite comme un mélange de composantes qui sont chacune une configuration de sortie du réseau. Une structure particulière qui est inconnue à la base et qui pourrait être interprétable. Dans cette structure, elle est composée de plein de neurones finalement. Donc elle est décrite comme une suite de nombres plus grosse que 512. Mathématiquement, ça va devenir un vecteur de très grande dimension. Le but, c'est d'encoder les sorties du réseau dans un espace pour une fois de dimension plus grande. Et pour ça, on va utiliser un auto-encodeur, donc comme dans Stable Diffusion, si vous avez écouté l'épisode sur Stable Diffusion, donc on utilise un auto-encodeur. Et on va entraîner cet auto-encodeur sur plein de points du dataset, donc sur plein sur plein de mots, en fait, sur plein de trucs, et on va devoir reproduire les sorties avec des vecteurs qui sont trop grands, en quelque sorte. C'est très complexe, mais étonnamment, ça marche. Parce que, en fait, c'est surdéterminé, mais bon, étonnamment, ça marche. Donc, ils étaient
Donc ils vont entraîner différents encodeurs avec diverses tailles, qui peuvent donc trouver un nombre de plus en plus grand de caractéristiques, de composantes. En fait, c'est les encodeurs qui vont trouver les caractéristiques. Donc au plus on envoie dans un espace grand, au plus en fait chaque dimension de cet espace correspond à des caractéristiques possibles. En quelque sorte, c'est comme si on avait un microscope avec une résolution qui est de plus en plus grande. Donc paradoxalement, au plus l'espace est grand, plus on a un microscope qui agrandit beaucoup. C'est un petit peu étrange, mais c'est cette idée-là. Donc on a donc des microscopes finalement, ces auto-encodeurs, ça devient des microscopes avec des résolutions qui sont différentes. Donc sur des milliers de composantes qu'ils trouvent à chaque résolution, des centaines sont interprétables en fait, ils comprennent à quoi ça correspond. Elles correspondent à des contextes ou des fonctions qu'on peut identifier. Et ils en présentent 4 en grand détail dans l'article, mais ils en ont identifié des milliers. Donc il y en a une qui s'active justement sur l'écriture en arabe. C'est pour ça que je prenais cet exemple. Donc il y en a une qui s'active sur la séquence d'ADN, une autre sur le codage en base 64, et la dernière sur le texte en hébreu. Donc ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que la première combinaison de neurones s'allume quand elle voit de l'arabe. D'accord. Cette combinaison-là, voilà, ils ont trouvé une combinaison particulière qui s'allume quand le modèle lit de l'arabe, quand il voit de l'arabe. Mais si on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on allume artificiellement ces neurones-là, eh bien le modèle va se mettre à écrire en arabe. Aucune de ces caractéristiques ne sont liées à des neurones particuliers, c'est-à-dire ce sont des structures qui sont dites macroscopiques en gros, tu vois, ce sont des groupes indissociables de neurones. Donc il y a une grande trouvaille aussi qui est qu'il y a un début d'universalité. C'est-à-dire que ce modèle particulier, là, celui qu'ils ont sculpté, il a permis de trouver qu'il y avait des caractéristiques qui étaient liées à la lecture de l'arabe. Bon, si on entraîne un autre modèle de la même taille avec une graine aléatoire différente, le modèle final va lui aussi avoir une caractéristique qui correspond à l'arabe écrit. Donc c'est une trouvaille assez intéressante. Il y a une autre trouvaille, c'est qu'il y a une structure hiérarchique qui est presque fractale de ces caractéristiques. Donc supposons on scrute les caractéristiques avec une résolution qui est un peu pourrie. Voilà, on a un microscope qui grossit pas beaucoup, donc une résolution qui est pas folle. Hein. Donc on va voir une caractéristique qui est liée par exemple au code HTML. C'est-à-dire qu'on a un groupe de neurones qu'on peut identifier qui s'active juste si le modèle lit un code HTML. Bon, supposons maintenant qu'on passe avec un meilleur microscope avec une résolution qui est plus grande. Là où on avait une seule caractéristique, donc HTML, maintenant on distingue 2 caractéristiques. Et ces 2 caractéristiques qui sont liées au HTML, mais qui sont différentes. Il y en a une pour les balises qui ouvrent, et une pour les balises qui ferment les trucs. En HTML, vous savez que vous avez les balises qui correspondent à la déclaration d'un bloc, puis la fin du bloc, avec le slash. Bon, c'est ce truc-là, en fait. Vous avez vous voyez une caractéristique pour les balises ouvrantes et une caractéristique pour les balises qui ferment. Et si on passe à un microscope qui est encore qui grossit plus, c'est-à-dire qui voit plus de caractéristiques différentes, en réalité, on va retrouver encore plus de trucs, on va encore trouver des caractéristiques qui sont plus fines, qui vont s'intéresser à des contextes qui sont plus précis. Donc si on se limite à 512 caractéristiques, il y a une seule caractéristique pour la base 64, par exemple. Si on s'en accorde 4096, on passe à 3 caractéristiques pour la base 64. Il y a toute une discussion sur les caractéristiques qui s'occupent des mots en physique, des mots en maths, etc. Et bon, le dernier point qu'on abordera, qui est vraiment intéressant, les caractéristiques peuvent s'enchaîner et s'appeler les unes les autres pour modéliser des séquences de tokens très complexes. Alors, il y a un exemple sophistiqué qui a été décortiqué dans le truc, c'est justement ce code HTML, encore une fois. Hein. Donc dans l'exemple, il y a 4 caractéristiques. Caractéristiques, ce qu'ils appellent caractéristiques, on rappelle, c'est des blocs de neurones qui s'activent quand ils voient des contextes particuliers, qui sont liés à des contextes particuliers. Donc ces 4 caractéristiques, elles vont s'appeler les unes les autres selon les symboles qu'elles lisent. Donc par exemple, il y en a une qui s'active sur les bords des balises. C'est-à-dire les plus grands que, plus petits que, en HTML. Donc ça va appeler une balise qui s'active sur les mots-clés, comme par exemple div, body, span, donc des mots-clés qui sont très courants en HTML. Et ensuite, elle va elle-même appeler la première, si elle voit un plus grand, plus petit que, soit une autre balise qui ouvre une autre caractéristique si elle voit, par exemple, le symbole slash plus petit que, c'est-à-dire les balises qui ferment, tu vois. Et en fait, les caractéristiques s'enchaînent comme un automate fini. Et le transformer ayant, semble-t-il, assimilé donc finalement des grammaires régulières sur ce coup-là. Donc, en enchaînant comme ça les caractéristiques, en fait, il fait du parsing en réalité. Il fait du parsing de langage régulier. Donc c'est un gros boulot, c'est un boulot assez conséquent qu'ils ont fait déjà chez Anthropic, qui permet de franchir un cap dans la compréhension des fonctions donc de haut niveau
des modèles de langage. Vous voyez, on est vraiment sur un truc de haut niveau. Écrire en arabe, c'est pas un truc qui est codé dans les c'est pas un truc qui est codé dans les neurones, quoi, tu vois, c'est un truc de haut niveau. Donc même si le modèle de langage du départ, c'est un transformer avec une seule couche, c'est un truc, bon, c'est vraiment très simple comparé au modèle qu'on utilise quotidiennement, hein, désormais, c'est vraiment super simple, mais quand même. Avec cette structure très simple, en une seule couche, on trouve déjà des trésors de complexité. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ce transformer minuscule présente des trésors de complexité. Donc, vous imaginez la complexité qu'il peut y avoir dans un truc comme GPT. Parce que, je veux dire, il est mais des millions de fois plus complexe. Donc, il reste beaucoup à apprendre sur les modèles de deep learning, qui dissimulent une complexité qui est peut-être même insoupçonnée. Et donc, oui, ce sont juste des machines statistiques, hein, les modèles de langage, c'est vrai à la base, mais ce sont aussi des machines d'une très grande richesse et qu'il faut peut-être pas sous-estimer non plus. Je peux pas m'empêcher, Guillaume, hein, je fais un travers en écoutant ce que tu nous expliques. Je peux pas m'empêcher de faire une analogie comme si on découpait des tranches d'un cerveau comme ça et qu'on essayait de comprendre comment fonctionnent les neurones. Évidemment, la sémantique et les mots utilisés qu'on a déjà en partie critiqués d'ailleurs, hein, mais ils sont pour beaucoup. Mais ça, je trouve ça fascinant, ce voyage au sein des LLM. Allez, des nouveautés, Guillaume, des nouvelles versions et des évolutions dans les modèles de langage. Non, des générations d'images, mais c'est vrai, c'est un petit tunnel de mise à jour quelque part sur la génération d'images qui peut, c'est peut-être même une mise à jour sur de l'épisode Stable Diffusion à ce niveau-là. Parce que bon, déjà, il y a un nouveau sampler. Un nouveau sampler dans la place. Alors, on a expliqué ce que sont les samplers dans l'épisode Stable Diffusion. Ça fait 2 fois que tu le cites, je peux pas m'empêcher de rentrer un tout petit peu dans le détail, Guillaume. Tu as préparé un dossier et il est disponible en 2 épisodes dans le flux du podcast. Donc, remontez de quelques épisodes au moment où vous écoutez peut-être cet épisode, si vous l'écoutez à peu près après son enregistrement. Mais c'est une explication assez didactique de comment faire tourner Stable Diffusion ou des versions Stable Diffusion sur vos appareils avec différents comportements, différents niveaux de complexité. Et on peut pas s'empêcher de vous rebrancher le sujet, mais c'est un super travail qu'avait préparé Guillaume et qui est, je pense, hyper accessible pour partie au moins à beaucoup de technophiles et ça permet vraiment de comprendre aussi comment ça marche. Et j'avoue que depuis qu'on a fait cet épisode, Guillaume, il y a des fonctionnalités, des terminologies que tu utilises qui me font écho. Donc voilà, je fais pareil auprès des auditeurs. Excuse-moi. Non, mais très bien. Au contraire, bien sûr, effectivement, c'est clairement, voilà, je fais allusion. C'est évident. Hein, je parle donc d'un nouveau sampler. Si vous avez écouté l'épisode, oui, vous savez ce que c'est. Si vous l'avez pas écouté, un sampler, c'est le programme qui fait le débruitage dans l'espace latent de Stable Diffusion. Donc en gros, c'est un des programmes, parce qu'il y en a des kilos en fait, hein, qui calcule l'image finalement à partir du bruit, quoi. Hein, donc c'est lui qui génère l'image quelque part. Donc on avait parlé donc toujours dans cet épisode de DPM2, de DPM++, etc. C'était parmi les plus efficaces, hein, les DPM. Et puis finalement, parce que ça convergeait très vite, hein, tout simplement. Et en fait, converger vite, ça veut dire aussi qu'on a besoin de moins d'étapes de calcul, donc on a besoin de moins de calcul pour avoir une image potable, et donc ça c'est super. Et donc il y a DPM3 qui est arrivé, ça y est. Donc il y a des chercheurs chinois qui ont raffiné encore la grande famille des samplers avec DPM3. Tu avais dit que ce que tu expliquais dans les épisodes, elle serait vite obsolète. Alors, on n'en est pas à quelque chose d'obsolète, mais ça va très vite. Hein. C'est exactement ça. De toute façon, j'ai prévenu, hein, il y a énormément de trucs qui sont sortis. D'ailleurs, il y a plusieurs trucs qui sont sortis, on va en parler là, mais il y a encore d'autres trucs qui sont sortis depuis que j'ai fait cet épisode. Bon, évidemment, depuis que j'ai parlé de ça, il y a des nouveaux trucs. Donc, c'est DPM3 surpasse donc DPM2 et même une IPC, hein. Il est capable de produire des images remarquablement bonnes à partir de 5 itérations. Donc c'est vraiment très impressionnant. Attention, cela dit, tous les solvers ne demandent pas forcément le même temps de calcul. Là, au final, on peut quand même compter sur 15 à 30% de vitesse en plus sur Stable Diffusion avec des PM3 par exemple. Donc au chapitre des accélérations toujours, il y a 2 nouvelles tout aussi intéressantes. L'officialisation de TensorRT pour Stable Diffusion dans Automatic 1111. Par NVIDIA lui-même. Donc avec les derniers pilotes et l'extension officielle de NVIDIA, on peut avoir donc 2 fois la vitesse de génération. Et c'est vrai, parce que j'ai testé pour vous, et j'ai désormais une image en 2 secondes sur SD 1.5. Donc c'est génial. Il faut être un peu patient quand même, il faut mettre à jour les pilotes, installer l'extension qui va bien, c'est un peu long. Et puis après, il faut créer un profil. Le profil, en fait, c'est une sorte de conversion, finalement, du modèle que vous utilisez. Donc, il faut en créer un pour chaque checkpoint de Stable Diffusion que vous allez utiliser. Vous devriez avoir un nouvel onglet, d'ailleurs, sur Automatic 1111. Donc, c'est un poil lourd. Il faut créer des profils en faisant attention à la taille des images qu'on va générer aussi. Vous avez des profils dynamiques et des profils statiques. Bon, il faut bien lire tout ça, mais ça vaut le coup parce que ça va vraiment beaucoup plus vite. Toujours pour Stable Diffusion, mais spécifiquement pour la dernière version XL. On va aussi citer forcément SSD.
SSD qui est pas du tout un disque dur, c'est un modèle distillé de SDXL. Donc c'est-à-dire que c'est un modèle simplifié, en gros compressé, mais plutôt simplifié dans ce cas-là. C'est un modèle dont on a viré un max de trucs pour le rendre plus léger, tout en conservant un maximum de performance. Donc oui, c'est une sorte de compression. Ça s'appelle SSD 1B et c'est 2 fois plus petit que le modèle original de SDXL. Et c'est 60% plus rapide. Donc c'est une énorme nouvelle parce que je m'étais pas mal étendu sur le fait que SD 1.5, donc Stable Diffusion 1.5, les premières versions de Stable Diffusion, étaient encore beaucoup utilisées parce que les dernières versions, donc Stable Diffusion XL, étaient beaucoup plus grosses et donc beaucoup moins de gens pouvaient les faire tourner de manière confortable sur leur machine. Et du coup, la popularité de SDXL en avait beaucoup souffert. Mais tout peut changer avec SSD 1B. Parce qu'il est 2 fois plus petit que SDXL, ça veut dire que c'est accessible à 4 Go de RAM vidéo sans problème. Si on en croit les illustrations et les tests que j'ai faits, honnêtement, ça change pas grand-chose. Donc vous pouvez télécharger sur le site de Segmind, donc sur les auteurs de SSD. La qualité de génération, vraiment, c'est très cool et super nouvelle pour les petites configs. ComfyUI est déjà compatible et ça marche très bien, j'ai testé aussi, ça donne une génération qui est exactement 60% plus rapide comme annoncé, et vraiment, vraiment parfait. Donc, pour Automatic 11.11, il me semblerait que ce soit compatible aussi, mais j'ai pas testé par contre. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ça va démocratiser totalement SDXL, qui est donc est quand même plus proche de la qualité de Midjourney que les premières versions. Et bon, pour finir, sur la génération d'images, citons la création d'un dernier générateur, enfin de nouveau générateur d'images qui a une particularité, c'est qu'il utilise que des images libres, sur licence libre Creative Commons. Il s'appelle Common Canvas, et c'est quand même une performance. Alors d'une part, du coup il n'y a aucun problème de copyright, puisque là tout est transparent, libre, ouvert, il n'y a que des images libres dedans, donc il n'y a pas de souci. Et bon, c'est un modèle qui, pareil, est compétitif avec Stable Diffusion 1.5. Alors que le nombre d'images en Creative Commons, par contre, il est relativement petit. Donc ils ont dû faire avec un set de données qui est beaucoup plus petit que le Lion. Donc ils ont dû se débrouiller, ils ont rajouté des annotations de manière automatisée, ils ont optimisé l'entraînement au maximum, d'ailleurs il a été 3 fois plus rapide que pour Stable Diffusion 2. Donc bien sûr, c'est pas un modèle qui va vous faire des portraits de Jennifer Lawrence en déesse grecque, parce que voilà, ou des images d'Elsa, la Reine des Neiges, parce que il n'y a aucune image protégée par copyright dedans. Donc voilà. Donc il sait même pas dessiner Snoopy, le modèle. Ni aucun Avengers, ni même Elon Musk. Donc c'est un handicap. C'est aussi une force par certains côtés. Ça dépend du point de vue, quoi. Si vous voulez en savoir plus sur les raisons les droits et les sources de données, vous pouvez écouter l'épisode hebdomadaire. Guillaume vous a abordé beaucoup de ces sujets-là et ça reboucle très bien sur le sujet. Guillaume, tu voudrais nous parler d'un chat GPT qui sert, tenez-vous bien, à designer les composants. Donc quelque part, la boucle est bouclée. Avec les composants, on va faire des programmes et avec les programmes, on va faire des composants. Vers où va-t-on, Guillaume ? Oui, c'est peut-être beaucoup dire, tu sais, c'est comme ça que c'est présenté, mais en fait, Nvidia sort moi je vends le truc, qu'est-ce que tu veux, on a des auditeurs à sourire. T'as complètement raison. Non, c'est un nouveau modèle de langage de Nvidia, en fait. Bon, c'est encore un nouveau modèle de langage, on sait plus quoi en foutre, il y en a de tous les côtés. C'est vrai. Mais bon, celui-là, il est un peu spécial, quand même, parce qu'il est spécialisé composants. Non, pas comme moi, lui, c'est un vrai pro. Il a lu toutes les docs techniques internes de Nvidia depuis l'origine des temps, et il sait aussi parler des langages de script, de description de circuits, etc. Donc, il est destiné à être un c'est un outil d'aide au design de circuits, c'est vrai. Il s'appelle ChipNemo, d'ailleurs. Il est relativement petit. Il fait 43 milliards de paramètres, donc il a été pré-entraîné un petit peu comme tout le monde, sur du texte normal, pour savoir causer, quoi, tout simplement. Et puis ensuite, on a remis une grosse couche, quand même, voire 2 couches, en fait, en l'entraînant sur 12 milliards de mots qui viennent donc de la doc technique de Nvidia, 12 autres milliards de mots qui viennent de code de langage de description de circuits électroniques. Donc c'est vraiment très très spécifique. Et après, il y a un dernier stade en plus, qui est très classique, où on lui donne des exemples de conversation, en fait, le rang conversationnel. C'est-à-dire qu'il s'attend, si tu veux, à ce que on lui pose des questions et à ce qu'il réponde. Voilà, on l'habitue, si tu veux, à devenir un robot conversationnel. Mmh. Donc pour éviter que ChipNemo ne divague pas et n'hallucine trop les designs de puces magiques, il est aussi associé à une base de données externe pour ancrer un petit peu ses réponses. Donc c'est un chat GPT, mais pour ingénieur électronicien. Donc c'est très spécifique. L'espoir de Nvidia, c'est qu'il aide ses employés dans le design et le debug aussi de puces et de logiciels, parce que en fait, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va lire et résumer les rapports de bugs. Parce que voilà, c'est un truc qui arrive évidemment, les rapports de bugs.
des milliers de fois par jour. Les rapports de bugs sont pas toujours super clairs, il faut le lire en intégralité, c'est chiant. Bon, si quelqu'un en amont les lit, fait un résumé, voit les trucs importants et te fait un résumé vraiment très très concis et bien vu, bah, ça pourrait faire gagner énormément de temps aux ingénieurs, ce serait déjà ça. De toute façon, ChipNemo, c'est toujours une expérimentation, et si ça permet de rendre les ingénieurs 5% plus productifs, ils seront déjà super contents. Ouais, tu m'étonnes, bien sûr. Ça peut déjà être un gap significatif. Ok, on a parlé dans l'épisode hebdomadaire de réglementation. On a parlé de l'executive order de Joe Biden par son administration au sujet de l'intelligence artificielle. Et puis, évidemment, on a des encadrements un peu partout, hein, notamment en Europe. Certains voudraient peut-être se soustraire à ces contraintes légales. Guillaume, comment? En trouvant des environnements où finalement ils seraient peut-être pas très embêtés. Au hasard, les eaux internationales, c'est ça? Exactement. Bon alors, dans l'épisode hebdo, effectivement, on a vu, hein, les régulations, ça s'en vienne. Bon, écoute, ce qui est fou, c'est que pour s'y soustraire, il y a une compagnie qui s'appelle Dell Complex, qui semble prête à utiliser des plateformes offshore dans les eaux internationales pour y installer des data centers de calcul pour les IA. Bon, alors, chaque truc s'appellerait un Blue Sea Frontier Compute Cluster, et ce serait un État-nation souverain qui obéirait à la Convention des lois de la mer de l'ONU, que je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je m'en fous parce que franchement, ça tient pas debout. Hein. J'ai rarement lu un truc aussi perché, à part peut-être le coup d'envoyer un data center sur la Lune, qui était pas mal aussi. C'est pas que ça soit strictement impossible en soi, mais ça serait tellement cher, ça consommerait tellement d'énergie, parce qu'il faudrait mettre 10 000 GPU H100 sur une plateforme offshore. Tout ça avec d'énormes soucis de vent, d'humidité, de tempête, de connectivité. Comment tu connectes? Parce qu'il faut un énorme câble quand même, hein, une liaison extrêmement rapide avec un data center, tu vois. Et voilà, bon, l'énergie, évidemment, ça pose tellement de problèmes que voilà, c'est tellement pharaonique que même si Apple ou Alphabet eux-mêmes proposaient ça, j'aurais des doutes. Alors quand c'est une boîte qui est totalement inconnue, avec quasi zéro empreinte d'internet, aucun pédigré spécifique, ça sent vraiment le hoax à plein nez. C'est même quasi certain en fait. Hein. Tu vois leurs recherches sur la page, il y a AGI, implants neuronaux. Enfin, si vous voyez passer Dell Complex sur les réseaux sociaux, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est une blague. D'ailleurs, la boîte se définit elle-même comme une Alternate Reality Corporation, donc je pense que c'est clairement une blague. D'ailleurs, les images du site sont sans doute faites par des IA aussi. Donc c'est un hoax. Alors c'est un hoax jusqu'à ce que bien sûr ça donne des idées à des super milliardaires quelque part. En Arabie Saoudite par exemple, je sais pas. C'est tellement cyberpunk comme idée que ça peut inspirer des gens. Hein. Ouais. Écoute, formidable. Oui, j'avais pas en tête le fait que les images pouvaient être générées par intelligence artificielle. On se fait vite avoir. Allez, on met de côté ces sujets, Guillaume. On change de rubrique, même si vous allez voir que à l'audio, la continuité et la succession des news va paraître naturelle, mais tu voudrais nous reparler un petit peu du procès Amazon. Oui, avec Nessie, tout simplement, une autre cryptide, Nessie qui refait surface. Pas du Loch Ness, mais dans le procès Amazon contre la FTC, effectivement, puisque Project Nessie, c'était une idée assez finaude d'Amazon. Parce qu'en fait, Nessie, c'était un robot qui monitorait les prix de la concurrence, sur tout un tas de produits, hein. Et son but était simple, augmenter les prix petit à petit, et voir si la concurrence suit. Donc tu augmentes les prix, tu vois si la concurrence suit, si c'est vrai, bon, ok, tu rencontres encore un petit coup, etc. Évidemment, si la concurrence suit, c'est tout bénef. Sinon, on revient au prix de base d'Amazon, tout simplement. Donc Nessie, en fait, elle tâtait le terrain en permanence pour voir quel prix max elle pouvait être atteint. Comme Amazon est un poids lourd, une sorte de référence du commerce en ligne, elle pouvait se permettre de faire ça. Parce qu'en gros, tout le monde se dit, si c'est à ce prix sur Amazon, on peut se permettre de faire pareil. Donc si Amazon augmente les prix, pourquoi pas nous? Dans l'ensemble, évidemment, ça a augmenté les prix pour tout le monde, pour le consommateur, évidemment. Pour tous les consommateurs d'Internet, en fait, ça aura pu rapporter un bon $1 milliard en recettes supplémentaires à Amazon. Bon, Nessie a disparu, elle a replongé en 2019, Amazon a cessé de l'utiliser, craignant peut-être que ça finisse par trop se voir. Alors évidemment, tout ça, c'est du petit lait, hein, comme on dit, de manière tout à fait obsolète d'ailleurs, pour la FTC. Le petit lait, c'est quoi d'ailleurs L'expression, c'est pas boire son petit lait ou un truc comme ça? Oui, c'est ça, je bois du petit lait, exactement. Le petit lait, c'est le liquide qui reste quand on fait du fromage. Le lactosérum, c'est le lactosérum. Okay, oui. L'expression de base, c'était boire doux comme lait. C'est-à-dire kiffer comme un bébé, quoi. Tu kiffes comme un bébé qui tète, en gros, tout simplement. C'est vraiment ça l'idée. Et le petit lait est venu plus tard, peut-être parce que, il y en a pas beaucoup, du petit lait quand tu fais du fromage, donc ça accentue encore plus l'aspect kiffance, tu vois, de ce petit lait-là, je suppose. Donc voilà, la FTC qui attaque Amazon, en position dominante, évidemment, a d'autres cartouches, de toute façon,
puisqu'apparemment Jeff Bezos lui-même aurait ordonné d'accepter des pubs, disons, de mauvaise qualité, mais pour se faire un fric monstre, tout simplement au détriment de l'expérience utilisateur, hein, quand même, sur le site. Amazon, de son côté, conteste tout ça, bien évidemment. Pour eux, Nessie, c'est juste un outil de monitoring des prix, la FTC déforme tout, gna gna gna. Bon. Le procès se poursuit, on verra bien comment ça tourne. Hein. Comme tous les procès de ce calibre, de toute façon, il apportera toujours plein de news bien croustillantes, et ça, c'est vraiment très cool pour nous. On se réjouit, très croustillant effectivement. Guillaume, un nouveau dispositif d'espèce de cross caméra de surveillance, une espèce d'algorithme qui va pouvoir permettre de donner, un peu comme les serveurs domotiques, permettre d'accéder à des réseaux de caméras pour mieux surveiller, Guillaume, et pour mieux défendre notre sécurité, voyons. Oui, alors c'est un truc c'est vraiment une tendance, et j'ai l'impression, il y a un bon moment, déjà, j'avais parlé de ça, c'était en 2019, j'avais parlé de la vidéosurveillance en Afrique du Sud, un des pays les mieux équipés, en caméras intelligentes en particulier. Des caméras qui sont partout, qui peuvent toutes seules alerter si un comportement qui sort de l'ordinaire est détecté, qui peuvent reconnaître des voitures aussi, lire les plaques d'immatriculation, etc. Et surtout, c'est un réseau de surveillance qui est extrêmement puissant parce que c'est un réseau de réseaux. C'est un réseau de caméras. Donc c'était Vumacam qui faisait ça en Afrique du Sud. Donc c'est la boîte qui a le monopole là-bas. Elle avait une excellente stratégie. Elle proposait des services de caméra à des quartiers, des magasins, ou des riches particuliers, qui seraient reliés au réseau global de surveillance. Même une vieille caméra pouvait se voir dotée de super pouvoirs IA parce qu'elle était reliée au réseau qui voit tout. Et tout ça, ça centralisait en fait tout ça. Donc ça avait des implications. Alors évidemment, en Afrique du Sud, ça avait des implications sociales et raciales, disons, complexes. Et petite mise à jour là-dessus. Le système arrive aux États-Unis. Alors c'est pas Vumacam, mais ça rappelle quand même pas mal, un petit peu la même méthode, et ça s'appelle Fusus. Alors Fusus, probablement de fusion, j'imagine, Fusus veut faire pareil, donc créer un réseau de caméras intelligentes qu'il est possible de consulter de manière centralisée. Et comme tout le monde peut participer, par exemple le magasin, il y a un magasin, il peut payer quelques milliers de dollars par mois et connecter sa vieille caméra au système ou en installer une toute neuve. Et en échange, évidemment, sa zone est surveillée, et la police peut intervenir dès que le système les prévient qu'il y a un truc louche, il prévient tout seul. Donc, et en échange de ça, du coup, cette zone aussi, elle est accessible. Et petit à petit, comme ça, toutes les zones deviennent surveillées, toutes les zones peuvent être consultées à un seul endroit. Donc, on peut avoir, via Fusus, accès aux caméras de la ville, et donc il y en a dans les bâtiments publics, il y en a dans les zones privées qui souscrivent. Il y a même la caméra de ton portail, en fait, peut être intégrée dans la Fusus. Donc ça fait beaucoup de caméras. La sonnette connectée. Exactement, oui, c'est ça, la sonnette connectée, les caméras, les interphones, ce genre de trucs, quoi. Et donc, comme Vumacam, Fusus permet de prendre le flux de toutes ces caméras qui sont normalement isolées et de les réunir, de les analyser, et du coup de rendre le système en plus intelligent. Donc c'est le système Smart Core qui permet de rajouter en fait de l'IA aux caméras qui n'en ont pas, quelque part. Donc au final, on obtient un système de surveillance qui est autonome et global. C'est pas cool, ça? J'adore. Les gens adorent. En plus, c'est ça qui est fabuleux. À Starkville, ils sont 25 000 habitants. Une petite ville. Ils ont 480 caméras partout, accessibles par la police à tout moment, et qui alertent toutes seules dès qu'il se passe un truc. Alors pour le moment, c'est encore un petit peu le début aux États-Unis de ce genre de truc. Certaines villes sont encore un petit peu hésitantes. Mais Fusus va se lancer à l'international. Il va partir en Angleterre, aux Bahamas. Nul doute qu'il a de beaux jours devant lui. C'était vraiment bien la peine de se foutre de la gueule des Chinois. C'est vrai. Effectivement, une surveillance qui y ressemble. Et d'ailleurs, pendant que tu parles de Chine, quelques éléments choisis sur la Chine, mais aussi la Russie en matière de gestion de l'accès à Internet et puis de l'anonymat notamment. Oui, en Chine, Chine se renouvelle constamment, il faut dire aussi, c'est ça qui est bien. Leur dernière trouvaille, en gros, c'est de doxer de force les influenceurs. C'est quasiment ça. Puisque sur les réseaux sociaux chinois, si vous avez plus de 500 000 abonnés, vous êtes désormais obligé de mettre votre vrai nom et vos vraies informations personnelles. Donc sur Douyin, Weibo, WeChat, etc., vous serez plus autorisé à rester anonyme, en gros. Alors c'est pour assainir le paysage numérique chinois, pour responsabiliser les influenceurs. Alors bien sûr, si c'est votre vrai nom, ok, peut-être tu vas faire plus gaffe à ce que tu dis, mais enfin quand même, c'est chaud, non? Surtout que s'il y a l'adresse avec, bon. Alors, la mise en œuvre de cette mesure controversée, même en Chine, va dépendre des plateformes. Le TikTok local, par exemple, ne demande que le strict minimum sur le nom, et il dissimulera, d'ailleurs, le nom complet, aux comptes qui sont un petit peu suspects, qui considèrent comme pas de confiance. Bon, c'est encore un coup porté à l'anonymat en ligne. Bon, avec les discussions incessantes qu'on a ici sur la vérification de l'âge, on risque de prendre une direction un petit peu analogue finalement, mais bon. Il y a pas que la Chine qui se distingue encore cette semaine, il y a aussi la Russie qui fait la chasse au VPN. Donc cette fois, c'est
dernièrement. C'est un rapport apparemment qui a fuité, et donc il y aurait 160 services de VPN et 200 services de mail supplémentaires qui seraient désormais bloqués en Russie, donc assez récemment. Il y a même des protocoles, donc c'est des blocages au niveau de l'IP, mais aussi au niveau du protocole. Il y a des protocoles comme OpenVPN par exemple qui sont visés. C'est-à-dire que si vous voulez faire votre propre VPN, vous l'avez dans l'os. Bon, la Russie diffusait déjà des pubs à la télé pour dissuader les gens d'utiliser des VPN. Et il disait, voilà, enfin il y avait des pubs, mais c'est vraiment des pubs à la télé, avec d'ailleurs avec des situations qui sont à mourir de rire. Les VPN savent tout de vous, ils peuvent voler vos identifiants, n'importe qui peut avoir des informations sur vous, gna 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 bon. Alors que, bon, non, hein, la lésion avec un VPN digne de ce nom, hein, est chiffrée, c'est quand même un minimum. Et donc, non, ils ont pas de données en clair, quoi. Et puis en réalité, ce qui va se passer, c'est que si tu interdis les gros VPN les plus connus et les plus fiables, à la place, il risque d'y avoir le vide, il risque d'être comblé par des services louches qui, eux, oui, pourraient se révéler dangereux pour le coup, mais bon. En Russie, les plateformes sont obligées de vérifier l'identité de leurs utilisateurs avec un passeport, hein, le cas échéant même, et utiliser un VPN pour aller voir du contenu extrémiste, comme Facebook, est devenu un crime. Voilà, tous ces blocages et filtrages excessifs coûtent d'ailleurs cher, très cher même, pour un pays comme la Russie, l'équivalent de 247 millions de dollars en 2 ans, de 2022 à 2024. Mais bon, rien n'est trop cher pour protéger la population des contenus extrémistes, bien sûr. Au moins, ils sont en sécurité, Guillaume, c'est ce qu'on peut se dire. On continue. Pendant que tu parles de Chine, il y a les actions coercitives à destination justement de la Chine qui concernent les cartes Nvidia, les GeForce RTX 4090. Un petit conseil d'achat, c'est ça, en fin d'année, Guillaume? Bah oui, on a même parfois, on a maintes fois parlé de l'embargo américain sur les puces haute performance de Nvidia. On a dit qu'elle concernait les puces professionnelles à 100, H100, etc. En fait, elle concerne aussi les puces très haut de gamme, comme les RTX 4090. Alors, les puces très haut de gamme, mais de cartes graphiques grand public. C'est-à-dire, c'est pas des puces professionnelles. Dès le 17 novembre, ces cartes seront interdites d'export vers la Chine aussi, hein, ce qui est encore un petit coup supplémentaire porté au chiffre d'affaires de Nvidia, hein, qui doit décidément avoir un poil les glandes quand même, avec ces tensions géostratégiques. Hein, voilà. Et on peut même plus faire des affaires peinards à crotte. Bon, en fait, il y a eu des débats sur le sort officiel de la 4090, on n'était pas sûr, mais ça semble officiel, et les Chinois d'ailleurs se préparent à l'interdiction, parce que là, en ce moment, ils sont occupés à faire des stocks de malades mentales, ils les achètent par palette entière. Moi aussi, d'ailleurs, je ferais pareil, je viderais les rayons de tous les magasins que je croise, je pense. Et tu alimentes donc la pénurie, effectivement, comme tu avais fait pour les pâtes et le PQ, comme tu l'avais expliqué. C'est exactement ça, tout ça a pour effet de faire encore exploser les prix, et de provoquer sans doute une pénurie, en tout cas temporaire. Bon, là j'ai vérifié un petit peu les prix, ça se négocie toujours à plus de 2000 €, une 4090, donc je vais pas en acheter 12. Oh la vache. Ni même une, en fait, malheureusement, sniff. Putain, c'est quand même hors de prix. Ok, peut-être des alternatives, Guillaume. Est-ce qu'il va falloir se tourner vers les cartes graphiques de Intel ? Écoute, pourquoi pas, il reste les cartes graphiques ARC, effectivement. C'est même pas une blague complètement en réalité. Hein. Dans le milieu de gamme, c'est devenu une offre de plus en plus crédible. Alors évidemment, pas dans le très haut de gamme, on est d'accord, mais dans le milieu de gamme, ça commence à se défendre parce que finalement, est-ce que c'est pas la seule offre crédible en termes de rapport performance-prix qui soit à peu près, tu vois, il y a une carte comme la A750 qui se vend qui se trouve à 270 € neuve. Oui, c'est plus intéressant, ouais. Et puis voilà, tout le confort moderne, hein. C'est plutôt rare de nos jours une carte à 270 balles avec tout le confort. Et j'en parle parce que un des gros reproches qui lui a été fait à sa sortie, c'était un problème de pilote qui était vraiment pas bien cuit, quoi. Alors, ça s'est beaucoup amélioré depuis. La dernière mise à jour affiche des améliorations spectaculaires sur les gens DirectX 11 et même sur les gens DirectX 12. C'est très variable. Ça oscille entre 16% pour un Warhammer Vermintide et sous 750% sur un Halo Master Chief. Donc effectivement... Comment tu peux avoir un tel gap ? Vraiment, soit t'as codé les trucs avec les pieds au départ, soit t'es devenu un génie de l'optimisation. C'est incroyable quand même. T'imagines comment tourner le jeu à l'époque, au début, quoi, tu vois. Donc, tu comprends le problème. Il va y avoir un problème quand même. Tu comprends le souci qu'il y avait, quoi, tu vois. Voilà, donc il y a 150% de mieux sur Yakuza 0 aussi, donc on peut dire, il y avait vraiment du boulot. Mais bon... Ça va mieux, et même sur certains titres des X12, comme Returnal ou Talos Principle, il y en a des améliorations notables, hein, entre 53 et 19%, donc c'est pas si mal. Donc, Intel, c'est un nouvel entrant, manifestement les pilotes mûrissent tranquillement, les cartes offrent des performances honnêtes pour leur prix, donc la prochaine génération des cartes devra prendre ça en compte, hein, je pense, je veux dire la concurrence. Alors, il est possible, voire probable, hein, que les RTX 5000 soient encore très chers, malheureusement. À voir si AMD suit sur le très haut de gamme ou pas, d'ailleurs.
comment se comporteront aussi les prochaines cartes d'Intel, les Battle Mage, sur quel segment elles vont se positionner. Alors bon, on a des rumeurs, on sait à peu près quelques petits trucs, on sait que Battle Mage, ce seront probablement des puces en 4 nanomètres chez TSMC, avec de la GDDR6X. Il y aura le double d'unité d'exécution par tile. Bon, ça fait, avec une consommation de grosso modo 200 watts, donc ça, on serait dans les eaux d'une 4070. Donc on serait sur du haut, mais pas très haut de gamme. Bon, quelque part, c'est du moyen haut de gamme, quelque part. Et si le truc, c'est une question de prix. Si ça conserve un prix compétitif comme ça, bah oui, ça pourrait se faire une place. T'imagines quand même les personnes qui sont équipées de ces cartes graphiques et qui constatent un gap aussi énorme sans racheter une carte, sans rien sortir de... C'est génial, quelle bonne nouvelle. Très bien, où est-ce qu'on en est dans notre conducteur? On va parler des tests Elite et du M3 Pro aussi. Alors, est-ce que le M3 Pro est aussi révolutionnaire qu'Apple voulait bien nous l'annoncer? Oui, est-ce qu'il est scary fast? C'est pas trop le mot qui vient à l'esprit quand même. Parce oui, est-ce qu'on est dans la bataille de puissance? On a eu quelques tests, quelques benchmarks pour les prochains Snapdragon Elite, d'une part, et les M3 Pro. Bon, il y en a un des deux qui est décevant, je vous laisse deviner lequel. Bon, oui, c'est le M3 Pro, j'allais dire évidemment, parce que si vous avez écouté l'épisode sur la keynote Apple, on se demandait un peu pourquoi Apple avait fait le choix de troquer 2 cœurs performance contre 2 cœurs économes dans les M3 Pro. Donc il passe d'une config en 8+4 sur le M2 Pro à une config en 6+6 sur le M3 Pro, avec une bande passante plus faible d'ailleurs, aussi au passage. Donc 3 nanomètres ou pas, on se demandait un petit peu comment ça allait se traduire sur les performances, et un résultat préliminaire est tombé, enfin fuité, c'est les résultats Geekbench qui sont décevants. Le M3 Pro est 14% plus rapide en monocœur que le M2 Pro, mais seulement 6% plus rapide en multicœur que la puce précédente. Et bon, comment dire, le M3 Pro est moins rapide que le M2 Max. Donc si c'est avéré, c'est un petit peu à se demander pourquoi le M3 Pro existe, en réalité. Donc en gros, c'est vrai. Vous embêtez pas, un M2 Pro d'occasion fera tout aussi bien l'affaire pour moins cher, donc franchement. Mais bon, voilà, un qui déçoit pas, c'est le Snapdragon Elite X, à 12 cœurs, donc, qui se paye le luxe de battre un Ryzen 9 7645H en simple cœur, tout en consommant 28 watts, soit beaucoup moins que le Ryzen, qui en consomme entre 55 et 110 en turbo. Donc, il est parfaitement bien placé, justement, face à un M2 Pro. En termes de performance et de consommation, en mono-thread, en multi-thread, le Elite est un petit peu au-dessous d'un Core i7 12700K, qui consomme quand même entre 125 et 190 watts, et au-dessus d'un i7 13800. Par contre, il se retrouve un petit peu en dessous d'un M2 Pro, tout en consommant très légèrement moins. Donc en fait, on va résumer essentiellement, le Elite X, il est au niveau du M2 Pro. Voilà. Ouais. Et donc, c'est bien. C'est quand même vraiment très bien. Et dire qu'on s'attendait à voir arriver un excellent processeur, finalement, c'est bien, parce que ça tient la dragée haute à Apple, ce qui est quand même pas mal. En tout cas, c'est compétitif. Et ça propose une efficacité qui est très supérieure aux solutions d'Intel. Ou même aux solutions compatibles Intel, plus largement. Donc les futurs PC sur Elite X, ils pourraient finalement se faire une vraie place sur le marché, parce que c'est quand même bien meilleur qu'avant, il faut le dire. C'est bien meilleur qu'avant que les Snapdragon qu'on avait dans les surfaces, par exemple. Donc ça risque d'être une année difficile pour Intel, étant donné que on avait dit qu'il se murmure qu'AMD et Nvidia se préparaient eux aussi à lancer des PC sur ARM. Donc c'est une véritable armada, si j'ose dire. Oh, c'est beau, bien vu, bien trouvé. Mais c'est sympa de voir cette émulsion, après tout, autour des puces ARM. Et d'ailleurs, les architectures des processeurs sont à l'honneur, parce qu'on a aussi du nouveau sur la compatibilité avec l'architecture RISC-V sur Android, qui arriverait dès 2024. Guillaume, attention, tu te mouilles. Attention. Et oui, je me mouille. Bon, est-ce qu'il y a un supplément où je parle pas de RISC-V? Oui, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Bon. Mais bon, là, il y a une grande nouvelle quand même. Google est en train de peaufiner ses outils de développement pour Android sur cette nouvelle architecture. Précisément, c'est l'émulateur hardware, donc il s'appelle Cuttlefish, qui est terminé. Donc ça veut dire que le boulot d'adaptation du noyau, des composantes de bas niveau du système Android vont pouvoir se faire plus facilement, plus rapidement, pour créer une base de l'OS qui marche sur toute machine RISC-V et qui peut être développée même si tu n'en possèdes pas une. Donc évidemment c'est très pratique. Et c'est une étape majeure parce que quand les couches de base, comme le noyau, le système de fichiers, ART, etc. seront prêts, ART c'est le runtime Android, donc quand tout ça ce sera prêt, la majorité des applications du store fonctionnera directement, sans rien faire d'autre. Bon, après il faudra juste mettre en place l'émulateur pour les développeurs d'applications, proprement dit, et refaire le NDK, donc ce qui permettra de créer, de porter des applications natives
c'est-à-dire des applications binaires ARM pour les reporter sur RISC-V. Parce qu'effectivement, il y a des applis comme les jeux les plus exigeants comme ça, qui sont en binaire, qui sont donc compilés pour ARM pour aller plus vite, mais eux ne fonctionneront pas directement, il faudra les recompiler. Donc c'est pour ça que ça sera important. Mais du coup, assez vite, tout sera arrivé en 2024. En 2024, on aura un Android opérationnel sur RISC-V avec une majorité d'applications du store qui fonctionneront directement. Donc c'est quand même un pas assez important pour l'histoire de RISC-V. Et on a déjà de toute façon la confirmation qu'une smartwatch arrive avec des puces Qualcomm qui seront en RISC-V et non plus en ARM, et qui tournerait sur Android. D'ailleurs, une future Pixel Watch 3 en RISC-V pourrait même pas être dans les tuyaux, on va savoir. C'est tout à fait envisageable. Très bien. On fait le point pendant qu'on est sur les plans de développement au niveau des processeurs notamment. Du côté de chez Samsung, Guillaume ? Oui, du côté de chez Samsung, on a une feuille de route qui nous mène vers le 1,4 nanomètres. Voilà. Ça fait petit, ça. Ça fait petit. Alors pour le moment, on est au 3 nanomètres, donc c'est le top niveau de chez TSMC, un process tout jeune qui coûte encore cher, qui a coûté les yeux de la tête à Apple d'ailleurs, pour s'assurer l'exclusivité temporaire. On parle d'$1 milliard rien que pour la facture liée à la finalisation du process. Bon, Samsung est aussi dans la course, mais un petit peu en retrait face à TSMC, donc il propose des puces entre 3 et 4 nanomètres, mais on n'en voit pas beaucoup. Ça reste principalement pour de la faible consommation, alors que TSMC, il faut des processeurs qui font aussi leur haute performance, évidemment, parce que des M3. L'an prochain, ça devrait changer un petit peu, même s'il se murmure que le prochain Tensor G4 de Google serait encore en 4 nanomètres, chez Samsung. Donc, 4 nanomètres chez Samsung, ils disent SF4. C'est leur marque, c'est SF4. Sans doute pour Samsung Foundry 4, je suppose. Donc, c'est en 2025 qu'on va voir arriver le SF3P, donc c'est-à-dire un 3 nanomètres performance, mis à jour et plus mature. Le 2 nanomètres devrait commencer à sortir des chaînes de fabrication aussi cette année-là. Donc, ce serait le SF2, qui utiliserait donc, comme le SF3, les ultraviolets extrêmes, les GAA-FET, c'est-à-dire les transistors en nanophiles. Donc GAA, c'est Gate All Around, c'est-à-dire, en fait, ça veut dire que le morceau du transistor qui fait porte, là, qui fait l'interrupteur du transistor, en gros, la porte, elle est tout autour du reste. Donc, en gros, au lieu d'avoir une sorte de nano-sandwich avec la porte par-dessus, comme on a dans les transistors planaires, là, on a une sorte de nano-roulé, une sorte de nano-roulé à la saucisse, avec des couches de saucisse et de brioche qui sont de plus en plus fines, et qu'on va essayer d'empiler, d'ailleurs, au maximum pour optimiser l'espace. Donc, le SF2 passera aussi, d'ailleurs, à l'alimentation par l'ARIA, parce que, évidemment, il faut bien porter le courant, tout ce bordel. Mais c'est mieux de le faire avec un circuit électrique séparé. Donc, on a le substrat en silicium, donc la galette. Donc, c'est une galette bien solide, là. Donc, d'un côté, on va graver les circuits fins, voilà, et de l'autre, on va faire le réseau électrique. Donc, c'est ce qu'on appelle le backside power delivery, donc par l'ARIA. Et ça nécessite, comme dans la vraie vie de tous les jours, de complètement revoir les plans de la maison, et parce qu'il faut faire des trous pour les prises, passer les fils, etc. Bon, vous voyez, c'est un petit peu le système. Oui, je vois bien. Donc, oui, j'imagine que toi, tu vois bien. Et bon, le SF2 sera suivi par le SF 1.4 en 2027, si tout va bien. Avec le 1.4 nanomètres, on empilera 4 nanophiles, contre 3 avec le 2 nanomètres. Donc voilà, un design aussi qui améliorera les fuites de courant. Tout ça est monstrueusement compliqué, va demander des milliards d'investissements chaque année. Mais bon, Samsung, il est super motivé pour rester dans la course, donc Intel aussi. Alors espérons que d'ici 2027, ils réussissent à surnager avec la concurrence qui s'annonce là. Donc la roadmap TSMC qu'on a vue il y a quelques mois, il allait que jusqu'en 2026, et donc on avait le N2P, donc du 2 nanomètres en 2025, et son raffinement en N2P l'année suivante. Et pour Intel, on a le Intel 3, qui est prévu pour la fin de l'année, mais pas en volume, pas en gros volume. En 2024, on va avoir le 20 angstrom, qui est donc pareil, pas en volume, et le 18A, qui devrait même être à la même année, au moins en phase de mise au point. Bon, pour la suite, on n'a aucune info. Alors, sachant que le 20A d'Intel et le N2 de TSMC utiliseront aussi le GAA-FET et du Backside Power Delivery, donc en fait, c'est un petit peu les mêmes. Si tu veux, dans l'ensemble, c'est un petit peu les mêmes technologies. Après, évidemment, les détails de l'implémentation changent complètement d'un constructeur à l'autre. Sur le papier, tous se tiennent assez proches en réalité, mais les capacités de production, en volume, surtout la consommation, puis plein de petits détails, feront les différences évidemment sur les produits finaux. L'enjeu, il est majeur, parce que c'est quand même celui de rester dans la course. Il reste plus que 3 acteurs, c'est déjà pas lourd. Donc si l'un d'eux jette l'éponge, ça sera pas très bon pour la concentration, quoi. D'ailleurs, tu disais, au début, c'est petit, 1,4 nanomètres. Il faut rappeler que 3 nanomètres, 2 nanomètres, tout ça,
ce sont des appellations commerciales. Oui, c'est pas des tailles, tu nous l'as suffisamment expliqué, tu as raison. Ça n'a plus rien à voir depuis longtemps avec la taille des composants. Sur 3 nanomètres, il n'y aurait juste pas la place de mettre tous les atomes d'un truc, en fait. Hein. C'est pas du 3 nanomètres. Sur 3 nanomètres, la taille de la porte du transistor fait dans les 48 nanomètres, en réalité. Elle en faisait dans les 51 avec ce qu'on appelait le processus 5 nanomètres. Et l'espace entre les contacts métalliques, hein, donc en gros les fils qui amènent le courant, quoi, en fait, l'espace est de 24 nanomètres pour un processus dit 3 nanomètres. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Je sais, c'est très confus, je sais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui font la confusion, parce que je lis un article d'Extreme Tech qui relaie la roadmap Samsung, et à la fin, je sais pas s'ils sont confus eux aussi, ou si c'est moi qui n'ai pas compris, mais ils disent qu'en 1,4 nanomètres, on serait à la limite physique, parce que chaque transistor ne ferait que 3 atomes de large. C'est faux. Non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que on sait pas exactement quelle taille aura la porte, par exemple, le pitch de la porte du SF 1.4, on le connaît pas, évidemment. Mais bon, ce sera certainement pas 1,4 nanomètres, justement, ça c'est sûr. En fait, si on prend la tendance actuelle, le pitch, donc c'est-à-dire cette taille-là, voilà, de porte, elle baisse d'environ 6% par process. Donc, le SF 1.4, qui donc juste après le DIN, le dit 2 nanomètres, hein, on serait dans les 42 nanomètres en vrai. Donc la taille de la porte, la taille de la porte, c'est pas la taille du transistor, hein, c'est juste celle de la porte. Elle fera à peu près 42 nanomètres. Bon, disons 40 hein, pour se donner une marge. Un atome de silicium, c'est un diamètre qui fait environ 0,2 nanomètres. Donc on a une porte qui fait dans les 200 atomes de large. Au doigt mouillé, hein, mais bon. Ce qui est déjà pas grand. C'est ça. Donc au doigt mouillé, ça montre bien qu'on est loin des 3 atomes. Donc je sais pas d'où il sort ça dans l'article, honnêtement. J'avoue que je sais éperdument qu'effectivement ces tailles-là ne sont pas les tailles physiques qui correspondent à vraiment ce qui se passe, quoi, et que c'est des appellations, et pourtant je me fais avoir moi-même dans les appellations, dans la manière de présenter les choses. C'est vraiment très confusant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle aussi N2 ou SF2, tu vois, ou Intel 3. C'est parce que cette histoire de nanomètre s'était gardée, en fait, il y a même une nomenclature pour ça, mais c'est pas les tailles. Et effectivement, donc en gros, le SF 1.4, ça va faire dans les 200 atomes de large. Et comme tu dis, c'est pas tant que ça. Donc, oui, c'est déjà pas beaucoup. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas à la limite de il n'y a plus assez d'atomes, ça va vraiment, mais on s'en rapproche. Et à un moment, enfin, quand on compte les atomes, déjà. Et c'est ça, à un moment, ça sera un sujet. Et ça sera un sujet bien avant que ça fasse 3 atomes d'épaisseur, d'ailleurs. Ça sera un sujet rapidement, en fait. Probablement durant la décennie 2030. Ce sera un vrai sujet, parce que, clairement, dans la décennie 2030, on pourra arriver à des limitations physiques qui seraient beaucoup plus nettes si on ne s'est pas arrêté à cause des problèmes techniques et parce que c'est trop cher et trop compliqué, quoi. Mais il faudra peut-être, dans la décennie 2030, changer de paradigme, parce qu'effectivement, là, on est à 200, bon, si 100, ça va commencer à faire chaud, bon, après, c'est à quelques dizaines d'atomes, après, voilà. Donc, peut-être, il faudra aller vers de nouveaux semi-conducteurs, par exemple. Alors peut-être qu'on explorera ces nouveaux semi-conducteurs dans l'épisode 1000 de Tech Café, mais sans attendre l'épisode 1000, tu as déjà des premiers papiers de recherche qui commencent à aborder le sujet, avec là, a priori, des chercheurs qui auraient découvert le semi-conducteur le plus rapide à ce jour. On verra s'il tiendra jusqu'à l'épisode 1000. Bon, a priori, c'est pas le truc le plus courant sur Terre qui permet de le créer, par contre, Guillaume. Et oui, quelle transition complètement naturelle, hein. Une équipe de chercheurs viennent de découvrir, et par accident en plus, le semi-conducteur le plus rapide du monde. Alors, les électrons qui se baladent dans un semi-conducteur pour animer ta partie de Fortnite, ils le font à une certaine vitesse limite. Et sur des distances qui sont pas énormes non plus, parce qu'après ils se diffusent. Ils se perdent en route, quoi. En général, c'est à cause des phonons. Les phonons, c'est un petit peu comme des vagues qui se baladent à l'intérieur du cristal, si on veut. Si un électron rencontre une vague, ça le dévie de son chemin, il se paume. Bon. Et puis c'est perdu. Sauf que ça, c'est pour le silicium. Mais si on prend ce composé avec un nom très poétique, n'est-ce pas, qui s'appelle Re6Se8Cl12, c'est pas du tout pareil. La formule veut dire en fait que c'est un machin qui contient du rhénium, du sélénium et du chlore. Le truc, c'est qu'ils sont organisés d'une manière très rigolote, en espèce de gros paquets réguliers. Donc c'est aussi un cristal, hein, comme le silicium, mais au lieu que ça soit un cristal d'atomes, c'est un cristal de paquets d'atomes, en fait. Chaque paquet fait une sorte de superatome. Et en fait, ces superatomes se comportent vraiment comme des atomes, alors, du point de vue d'un électron.
Un écran, ça n'a pas une très bonne vue. Hein. Bon, ça fait très globalement. Et donc, lui, il voit des gros atomes. Des gros atomes qui ont quand même des propriétés très différentes et qui changent complètement le comportement des phonons, justement, de ces espèces de vagues qui traversent les trucs. Alors, en fait, quand une paire électron-trou, précisément, croise un phonon dans ce cristal bizarre, là, ben, il n'est pas du tout dévié. Il se lie avec le phonon et il continue à avancer plus vite. En fait, il surfe sur la vague. C'est exactement ça. Il kiffe la wave, tu vois, il surfe. Donc, ce qui fait qu'un exciton, comme on dit, une paire liée électron-trou, c'est un exciton. Comme on dit, le fait que l'exciton il fasse du surf dans le semi-conducteur, ça fait qu'on a un porteur de charge qui va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que dans un semi-conducteur ordinaire. Mais genre vraiment beaucoup. En fait, il voyage 1000 fois plus loin. Donc, des charges qui se baladent vite et qui se manipulent avec de la lumière en plus, parce que ça doit se manipuler avec de la lumière, enfin bon, c'est un bordel, mais ça se manipule avec de la lumière, c'est pas forcément un désavantage. Ça ouvre la voie à des vitesses de transfert et de communication qui sont beaucoup plus grandes qu'avec celles du silicium. Donc, est-ce qu'on aura dans le futur des microprocesseurs qui fonctionnent à 35 THz ? Peut-être. Mais bon, pour le moment, faut pas s'enflammer non plus, parce que déjà, vous avez compris, tout ça, ça se passe dans un labo. C'est très loin d'une usine classique de puces, hein. Tout est différent, c'est pas du silicium, c'est pas des électrons qui se baladent, c'est une paire quantique d'électrons, voilà, d'électrons de trous. C'est lié à un phonon, bon voilà, c'est fait pour finir, donc il faut des lasers pour contrôler tout ça. Il y a du boulot, hein, je ne le cache pas qu'il y a beaucoup de boulot. En plus, comme tu disais, le semi-conducteur en question, il coûte une couille, parce que le rhénium est extrêmement rare à la surface de la Terre, ça arrange pas. Mais bon, sur ce point, pour le coup, c'est pas forcément si terrible, parce que maintenant qu'on sait que ce machin existe, et qu'on comprend pourquoi il se comporte, comment il se comporte, on peut essayer de reproduire le phénomène avec des matériaux qui n'ont pas des noms sortis d'un comics, et qui se trouvent à peu près bien sur la surface, sur la surface terrestre. Donc il est possible qu'on ait des substituts avec des matériaux pas trop chers d'ici pas très longtemps. Après, il reste du travail. Mais bon, d'ici 2030, pourquoi pas. Le rhénium, je regardais en même temps, qui possède le 3e plus haut point de fusion, 3180 degrés. Magnifique. Je découvre un peu le rhénium aussi au passage, ça me fait des rappels de mes cours de chimie. On continue. Alors, dans un tout autre registre, Guillaume, tu voulais nous tenir au courant de l'issue qui ne laissait pas trop de place au hasard du procès avec Sam Bankman-Fried. Oui, j'en parlais la dernière fois. Enfin, on se fait une petite section catastrophe. Puisque qui parle de trucs qui ont atteint des sommets déraisonnables et que d'aucuns pensent être de nouveaux paradigmes, des nouveaux modèles, et qui se sont transformés en bouse de taureau en quelques années. Alors, d'abord, ça va aller vite. Je parlais de Sam Bankman-Fried. La semaine dernière, je disais qu'il était cuit, parce qu'on avait entendu son témoignage et que c'était clairement maladroit et pas très convaincant. C'est officiel, les jurés l'ont reconnu coupable de tout simplement. Il y avait 7 chefs d'accusation, fraude, association de malfaiteurs, blanchiment d'argent, j'en passe. Il a tout eu. Il les a toutes. Voilà. Donc c'est joli score, ça lui permet des décennies de prison. Bon, autre naufrage spectaculaire, WeWork. Il va faire appel, il va... Non, enfin c'est même pas clair. C'est tellement... Là, c'est tellement... il est tellement... s'il fait appel, et qu'il y a un chef d'accusation qui saute, il reste 6... Je sais pas. C'est vrai que ça fait beaucoup. Je sais pas s'il va faire appel très honnêtement, mais bon, je doute que ce soit très judicieux. Enfin bon, en tout cas, autre naufrage spectaculaire de cette semaine, WeWork. WeWork, c'est un petit peu le Titanic de la Silicon Valley. Une entreprise qui se présentait comme une boîte tech d'ailleurs, alors que pas du tout, parce qu'elle faisait de l'immobilier. Mais bon, tout est affaire de présentation, hein. Son escroc de PDG, Adam Neumann, l'avait bien compris. WeWork a été évalué à 47 milliards de dollars en 2019, souvenez-vous. Et aujourd'hui, elle est en faillite, tout simplement. Les 18,5 milliards de dollars investis par SoftBank, pouf, disparu, magie. WeWork a été évalué à 47 milliards et elle a complètement raté son entrée en bourse quand même. C'est ça qui est quand même fabuleux. En 2021, elle a réussi avec un montage financier assez classique quand même à rentrer en bourse, mais bon, ça valait pas le coup, étant donné que son action a perdu 98% de sa valeur depuis, jusqu'à d'ailleurs être retirée de la vente lundi dernier. Donc WeWork est donc désormais officiellement en faillite, après avoir amassé pas moins de 16 milliards de pertes. Elle passait 80% de ses revenus en remboursement de prêts et en paiement de loyer. Comme prévu, le business n'a jamais été rentable. Ça reste un des plus fantastiques naufrages et scandales de ces dernières années, qui a déjà d'ailleurs son documentaire sur Apple TV qui s'appelle We Crashed. C'est étonnant que ça ait duré aussi longtemps quelque part, mais bon. Et on termine, Guillaume, parce que tu as pu t'intéresser au Japan Mobility Show. Alors, la mobilité à la sauce nippone, qu'est-ce que ça donne, Guillaume ? Écoute, c'est un peu pour le fun, parce que c'est vrai que
Non, c'est très visuel, c'est pas forcément idéal pour un podcast, mais il y a plein de trucs rigolos. C'est bien pour une couverture d'épisode de podcast. Je l'ai choisi pour ça. Non, mais c'est vrai qu'il y avait plein de trucs rigolos au Japan Mobility Show 2023. Bon, on va pas parler tout, évidemment. Il y avait pas mal de voitures volantes, comme on dit, c'est-à-dire des espèces de drones taxis qu'on nous promet là depuis un petit moment. Il y avait aussi des énormes roadsters, il y avait le Moto Compacto, dont on avait parlé dans un précédent épisode aussi. Il y avait des petites voitures électriques à personnaliser, comme la Mimo de Daihatsu, espèce de voiture Lego où tu peux enlever des morceaux, les changer, enfin les persos, c'est assez rigolo. Et bon, bien sûr, il y a les délires japonais classiques aussi qui font toujours plaisir, hein. Il y a cette navette quadrupède, une espèce de bus quadrupède qui sort tout droit d'un animé ou de Star Wars, je sais pas, c'est le SR-02. Star Wars, il est magnifique. Il y avait le Arcax, Warshax, c'est pas probablement Arcax de Tsubame, qui est un Gundam. C'est un Gundam, tout simplement. C'est un gros robot humanoïde de 4,50 m et tu te mets dedans et tu le manipules comme dans un animé, vraiment. Il a des roues. Alors, il y a des roues un peu se surélever, je crois, mais il a des roues, il marche pas vraiment. Par contre, il a des bras. Il est en roulette. Donc, c'est un Gundam à roulette. Mais bon, voilà, il y avait des trucs marrants, surprenants aussi, hein, comme cette... enfin, plus sérieux, mais assez surprenant. Enfin, moi, je même pas que ça existait. Il y avait une mini pelleteuse, la Komatsu PC05E1, super, qui est vraiment une pelleteuse de poche. C'est une pelleteuse électrique. C'est une pelleteuse qui fait 500 kg, donc c'est vraiment petit pour une pelleteuse. Hein. Et elle a une batterie, elle tient sur batterie, et pendant une journée, c'est assez incroyable. Donc tu peux remplacer la batterie d'ailleurs à chaud directement. Donc on commence à voir arriver des engins de chantier électriques. C'est assez dingue, j'avais pas du tout conscience de ça. Donc il y a aussi des petits véhicules, même des petits véhicules entre guillemets pour handicapés, hein, comme le Uni-One qui est une chaise roulante mais qui surélève la personne pour qu'elle soit à la même hauteur que les valides. Il y avait aussi la Wheel, qui est une sorte de navette pour aéroport autonome, donc c'est un truc qui fait toujours le même trajet, en fait, c'est vraiment des navettes, mais c'est monoplace. Donc je vois pas trop l'avantage par rapport à une vraie navette, en fait, mais bon, c'est pas grave. Il y avait la Mercari Poimos, qui est un véhicule gonflable. Donc en fait, évidemment, c'est pas cher du tout, et c'est très... donc effectivement, le châssis se gonfle, enfin pas le châssis, mais la carrosserie se gonfle, quoi, quelque part, donc c'est pas cher du tout. Ça en casse les jambes, et c'est relativement solide quand même. Mais bon, ma préférée, c'est la Suzuki Mokba, qui est une sorte de scooter avec des jambes. Avec 4 pattes, en fait. C'est un scooter à 4 pattes. Donc, il y a des roues au bout des pattes, mais ça roule. Donc, alors, ça roule, si c'est plat, ça roule normalement, finalement. Donc, t'as les 4 pattes, et t'as les roulettes, et ça roule normalement, à plat. Mais s'il y a un escalier, bah, du coup, elle marche. Elle bloque les roues, et puis elle monte comme ça, avec les papates. Alors, j'adore, parce que... Je pense que j'adore ça, parce que ça ressemble à un Tachikoma de Ghost in the Shell. Donc, je sais pas si les auditeurs voient ce que c'est. Mais franchement, voilà, il y a plus qu'à mettre ChatGPT dessus, le système de spot, et c'est bon, t'as une Tachikoma, quoi. On vit dans un manga, en réalité. Hein. Dans 5 ans, on est dans un manga, quoi. C'est absolument incroyable. Et bon, voilà, en fait, il y avait plein de choses. Et en fait, on pouvait voir aussi que ça partait un peu dans tous les sens, quand même. Peut-être parce que l'industrie automobile, le secteur même de la mobilité japonaise, finalement, se cherche un peu. Le Japon n'a pas pris le train de la voiture électrique. Ils sont restés vraiment beaucoup sur les hybrides. Et finalement, c'est les Américains et les Chinois, et même aussi un peu les Européens, hein, qui sont vraiment à fond dessus, qui sont dominants dessus. Les Chinois, d'ailleurs, sont vraiment en pointe là-dessus. Et les Japonais, beaucoup moins. Donc, en fait, les ventes des constructeurs sont un peu en berne, surtout en Chine, où la concurrence est monstrueuse, parce que les prix sont vachement plus compétitifs pour les voitures électriques en Chine. Donc le PDG de Toyota l'a d'ailleurs exprimé clairement, il dit « Pour garder notre forte compétitivité, nous devons sortir du cadre conventionnel de l'automobile et nous transformer en une industrie de la mobilité, avec des collaborations sur tous les fronts. » Et ce, rapidement. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Bon. Et d'ailleurs, il y a le directeur général de Nissan aussi, Makoto Uchida, qui dit « L'environnement de marché est difficile à présent, mais nous ne pouvons pas prolonger le passé. » C'est beau. C'est un japonais aussi, c'est normal. Donc voilà, le secteur doit se réinventer, mais bon, tout est possible. Et puis bon, les Japonais ne manquent pas de créativité, manifestement. Ouais, bien sûr. Je pense que c'était le dirigeant de Toyota hein, qui se prononçait vraiment effectivement contre l'électrique et qui ne voyait qu'un avenir dans l'hybride et rien d'autre, ce qui quand même laisse songeur quand on voit le tournant que prend l'industrie dans ce domaine. Merci beaucoup Guillaume pour cette revue complète et exhaustive de l'actualité tech. Je pense que vous êtes calés en attendant quelques jours pour atteindre la nouvelle semaine avec son nouveau lot de nouveautés qu'on vous partagera dans l'épisode hebdomadaire. Rendez-vous sur techcafé.fr pour déposer votre petit commentaire, prendre connaissance de l'étendue des épisodes qui sont à votre dispo, dont les épisodes dossiers qu'on a évoqués tout à l'heure. Vous pouvez également déposer un commentaire dans les articles qui accompagnent la parution des épisodes.
Je vous invite évidemment à discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Et des petits messages d'ailleurs de personnes qui, malgré avoir accepté les conditions à l'arrivée du serveur Discord, n'avaient pas accès aux différents serveurs. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit signe en message privé où vous souhaiterez me joindre. N'oubliez pas d'aller évaluer Tech Café si c'est pas déjà fait sur les apps de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict, ou à déposer quelques étoiles sur Spotify. Et puis enfin, vous pouvez nous soutenir sur patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos sur la page de la plateforme de financement participatif et vous prendrez connaissance de comment bénéficier du flux du podcast pour écouter les épisodes sans la pub. Guillaume, il est grand temps maintenant que tu puisses nous dire, en ce 7 novembre 2023, date à laquelle on enregistre cet épisode, où on peut te retrouver sur Internet. Moi, on va me retrouver à essayer de faire tourner SSD1B sur automatique, bien sûr. Et d'autres trucs aussi, parce que ça n'arrête pas. Il y a aussi les modèles de génératifs LCM qui demandent que 4 itérations pour faire une image. Et puis il y a les modules FreeU qui accélèrent la convergence. C'est fou. J'ai pas besoin de console de jeu. Hein. C'est horrible. Ma Xbox prend la poussière. C'est vraiment très triste. J'ai l'impression que tu t'amuses effectivement sans jeu vidéo et ça va faire des futurs épisodes compléments au dossier Stable Diffusion qui va arriver à vitesse grand V. Écoute, j'aurais pensé qu'on t'aurait retrouvé dans un Gundam. Peu importe. Vous me retrouvez pour ma part sur guillaumevendée.fr et puis sur les réseaux sociaux avec le pseudo en général Guillaume Vendée. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.